À l'arrivée des années 1980, l'Union soviétique se dressait sur le monde tel un colosse de fer. Ses tanks rugissaient à travers l'Europe de l'Est, ses missiles nucléaires projetaient de longues ombres sur les capitales de l'OTAN, et son influence s'étendait des steppes balayées par le vent de Sibérie jusqu'aux montagnes escarpées de l'Hindu-Kush. Les États-Unis, encore en train de panser les blessures du Vietnam, semblaient hésitants et fracturés. À ce moment-là, si Moscou poussait un peu plus loin, à travers l'Afghanistan vers le Pakistan, dernier bastion du bloc capitaliste dans la région, en direction des eaux chaudes de l'océan Indien, l'armée rouge pourrait consolider sa domination sur l'Eurasie. Cependant, sous cette apparence d'invulnérabilité, l'Empire se trouvait silencieusement au bord du gouffre. Les montagnes de l'Afghanistan, escarpées et implacables, attendaient les intrus avec une détermination qu'aucune division soviétique n'avait affrontée jusqu'alors. Pendant ce temps, au cœur de Moscou, la machine de l'État grinçait sous le poids de la bureaucratie, de la stagnation et de la mauvaise gestion économique. Alors que l'Union soviétique projetait sa puissance à travers les continents, cette même force vacillait chez elle. Le monde voyait une superpuissance à son apogée, mais les graines de sa destruction étaient déjà semées. Ce qui semblait être une domination était, en réalité, un effondrement lent, presque imperceptible, qui, dans la décennie suivante, dissoudrait de l'intérieur l'un des empires les plus puissants de l'histoire. La mort de l'Empire et l'ascension des bolcheviks. La neige recouvre les ruines d'un empire. Aux confins de la Sibérie, où les forêts craquent sous le poids de l'hiver et où le vent se déplace comme une marée lente et murmurante, la terre se souvient de chaque trouble qui l'a façonnée. Le froid pénètre profondément dans le sol, dans les tranchées oubliées de la Grande Guerre, dans les villages abandonnés où les cheminées se penchent comme des sentinelles épuisées. Loin, à l'ouest, la steppe russe gît ouverte et exposée, une vaste plaine qui s'étend jusqu'à l'horizon, portant avec elle l'arôme de la fumée, du fer et de la terre humide. À Moscou, les usines exhalent leur souffle métallique vers un ciel gris. Les cheminées s'élèvent comme des monuments à la résistance et au désir. Nous sommes en 1922 et la Terre est au bord d'une transformation. Des forêts baltes au sable de la mer Caspienne, des côtes de la mer Noire à la frontière arctique, l'ancien empire russe gît brisé, ses frontières fragmentées, son peuple meurtri par des années de catastrophes. L'effondrement du tsarisme est encore frais. Un souvenir imbibé de la boue du front oriental, de la faim dans les files d'attente pour le pain pendant l'hiver, et de la colère amortie des soldats qui refusaient de mourir pour un empire qu'ils ne ressentaient plus comme le leur. Cette terre, qui s'étendait à travers les continents, semblait autrefois inébranlable. Cependant, son étendue immense, celle qui avait soutenu son pouvoir, exposait maintenant sa fragilité. Les routes étaient trop rares, le grain manquait, la loyauté était mince. Le régime ancien n'est pas tombé d'un seul coup, mais à cause d'une accumulation de désespoir. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée russe vacilla sous des pertes colossales, des millions de morts, de blessés ou de prisonniers, tandis que le front cédait sous la pression allemande. Les soldats marchaient pieds nus sur la terre gelée, les fusils se faisaient rares, le moral était brisé. Des divisions entières désertèrent ou se rendirent. Dans les villes, la situation n'était guère meilleure. Le pain avait disparu des marchés, les usines avaient fermé faute de combustible, et les travailleurs se tenaient pendant des heures dans le froid mordant en attendant des rations qui ne venaient un jamais. Le tsar, Nicolas II, resta distant et s'accrocha à des certitudes obsolètes, même alors que son empire se désintégrait sous lui. Son refus d'écouter ses conseillers, son insistance à commander personnellement l'effort de guerre malgré son absence d'expérience militaire, et sa dépendance à une cour discréditée alimentèrent la colère publique. La monarchie avait survécu à des famines, des rébellions et des vagues de réformes, mais elle ne put survivre à l'isolement de son propre peuple. Ainsi arriva février 1917, lorsque Petrograd se réveilla au son de milliers de pas frappant les rues glacées. Des femmes réclamant du pain furent rejointes par des travailleurs en grève, et bientôt la protestation grandit pour devenir une foule dont les échos parvinrent jusqu'au baraquement. Les soldats, à qui l'on avait ordonné de tirer sur la foule, refusèrent. Certains pointèrent même leurs fusils contre leurs officiers. La capitale bouillonnait de révolte. En quelques jours, le trône des Romanov s'effondra, mettant fin à 3 siècles de domination dynastique. Cependant, la révolution qui apporta l'espoir apporta aussi l'incertitude.
Le gouvernement provisoire luttait pour contrôler la guerre, l'économie et le champ agité. À travers la Russie, les soulèvements paysans éclatèrent comme des étincelles sur de l'herbe sèche, tandis qu'au front, les soldats exigeaient la paix et refusaient de combattre. Dans ce monde fracturé, les bolcheviks firent leur entrée. Dirigés par Vladimir Lénine, ils promirent la paix pour les soldats, la terre pour les paysans et du pain pour les villes affamées. Leur message se diffusa dans tout le pays par train, tracts et à travers des conversations dans les cours des usines et les baraquements. En octobre 1917, les bolcheviks prirent le pouvoir à Pétrograd. Avec une rapidité étonnante, ils prirent d'assaut des bâtiments stratégiques, coupant les câbles du télégraphe avec des mains gantées engourdies par les vents glacés de Pétrograd, et prirent le palais d'hiver. Mais le triomphe soudain des bolcheviks ne garantissait pas la paix. Il déclencha la guerre civile. L'armée rouge, forgée sous la discipline impitoyable de Léon Trotsky, se battit contre les Blancs, une alliance instable et conflictuelle de monarchistes, libéraux, cosaques et seigneurs de guerre régionaux, à travers des paysages si vastes et implacables qu'ils semblaient plier la guerre elle-même à leur volonté. Les rivières se gelèrent complètement, devenant à la fois des autoroutes et des pièges. Les forêts engloutirent des divisions entières dans l'obscurité silencieuse et aveuglante de la neige. Les vents de la steppe écorchèrent la peau comme du papier de verre. Les locomotives se figèrent sur les rails en Sibérie. Les convois de ravitaillement disparurent dans des tempêtes de neige aussi blanches que du lait. Les chevaux s'enfoncèrent jusqu'au ventre dans la boue de la Volga, et leurs cavaliers furent forcés de les abandonner dans le marécage. La forge du pouvoir soviétique, nommé commissaire du peuple pour les affaires militaires et navales en mars 1918, pendant la phase la plus précoce et précaire de la guerre civile russe, Léon Trotsky transforma les recrues inexpérimentées et les soldats désillusionnés en une force de combat solide. Avant de rejoindre le gouvernement bolchevique, Trotsky avait été un révolutionnaire marxiste indépendant, un journaliste et parfois un critique féroce de Lénine avant de finalement s'aligner avec les bolcheviks en 1917. Il se fit également remarquer en tant que président du Soviet de Pétrograd en 1905, où il développa des compétences organisationnelles et oratoires. Ce sont ces compétences qui le rendirent indispensable à la création de l'Armée rouge. Lorsqu'il prit le commandement militaire en 1918, l'Armée rouge n'existait presque pas. Trotsky la transforma d'une masse désorganisée de volontaires et de soldats en retraite en une force centralisée et disciplinée, recourant à des officiers tsaristes, imposant des structures de commandement strictes et utilisant son train blindé comme quartier général mobile pour faire appliquer la loyauté et donner des ordres rapides à travers les fronts étendus. Dans l'Oural, les usines encore chaudes du fer fondu furent transformées du jour au lendemain en fonderies d'armement, dont les marteaux résonnaient à travers les vallées enneigées. Dans les villages, les paysans faisaient face à des décisions impossibles tandis que les escadrons de réquisition exigeaient du grain pour les villes sous contrôle rouge. La résistance éclata et les représailles suivirent. Sur les lignes de front près de Tsaritsyn, futur Stalingrad en 1918 et 1919, les rives de la Volga se transformèrent en un marécage agité sous d'interminables vagues d'attaques et de contre-attaques. Les corps se figeaient là où ils tombaient, se rigidifiant sous la glace gelée. Parfois commandé par Joseph Staline, encore un superviseur politique bolchevique en ascension, les forces rouges s'accrochaient aux méandres de la Volga. Les Blancs tentèrent de couper la ville et d'étouffer la patrie rouge en coupant ses routes de grains. Des combats de rue éclatèrent entre entrepôts détruits, tranchées creusées à travers les sols des usines et barges intentionnellement coulées le long du fleuve pour former des fortifications improvisées. Les unités rouges utilisaient des trains blindés pour attaquer rapidement le long des voies, tandis que la cavalerie cosaque blanche tentait de faire des cercles balayés à travers la steppe. La nuit, les deux camps se battirent pour le contrôle des ferries, utilisant la lumière de leurs lanternes pour lutter contre l'obscurité. Lorsque les Rouges purent enfin tenir Tsaritsyn, cela montra que la révolution pouvait tenir à la vie, même au bord de l'effondrement. Des soldats étrangers arrivèrent, avec des drapeaux inconnus dans le vent russe glacial. Des unités britanniques et françaises débarquèrent à Arkhangelsk et Murmansk, soufflant dans le froid alors qu'elles creusaient dans la terre gelée.
Des troupes américaines gardaient les dépôts de ravitaillement, confuses face à l'enchevêtrement des alliances et à l'hostilité des locaux. Les forces japonaises avançaient à travers l'Extrême-Orient, espérant se forger une sphère d'influence le long de la côte du Pacifique. Mais la terre résistait à tous. Le gel se propageait plus vite que les ordres. Les bancs de neige engloutissaient des camions entiers. Les fournitures disparaissaient entre les mains des partisans. L'intervention s'arrêta. L'hiver russe vainquit les étrangers bien avant que l'armée rouge. Pourtant, les combats s'intensifièrent. En Sibérie, le gouvernement blanc de l'amiral Alexandre Koltchak s'effondra sous la corruption, les luttes internes et les offensives rouges constantes. Le long du Don, la cavalerie cosaque, autrefois terreur des frontières impériales, luttait contre l'épuisement et l'approvisionnement déclinant en se retirant vers le sud. En Ukraine, les forces anarchistes de Nestor Makhno se déplaçaient d'un côté à l'autre entre les alliances, leurs drapeaux noirs coupant les plaines avant de se dissoudre dans la steppe. Au milieu du chaos turbulent, l'armée rouge, mieux organisée et plus cohérente dans sa vision, commença à user l'opposition fragmentée. La marée changea de manière décisive en 1919 et 1920. Les forces rouges reprirent la région de la Volga, assurant les routes de grains qui maintenaient en vie leur ville. Elles poussèrent vers l'ouest à travers l'Ukraine et récupérèrent le territoire centimètre par centimètre, leurs bottes s'enfonçant dans un sol suffisamment riche pour nourrir des empires, mais désormais imbibés de sang. Dans le nord, les troupes étrangères se retirèrent silencieusement, vaincues non pas en bataille ouverte, mais par la logistique, le froid et l'impossibilité d'imposer l'ordre sur un continent qui ne voulait pas céder. Sur le front sibérien, les derniers bastions blancs s'effondrèrent, tandis que l'armée rouge avançait le long des voies ferrées gelées. Cependant, la victoire ne vint pas avec la paix. Elle apporta la consolidation et avec elle un resserrement du contrôle. Les bolcheviks, façonnés par des années de siège et de sabotage, en conclurent que la survie exigeait de la cruauté. La guerre devint plus dure à mesure que l'idéologie aiguisait chaque blessure. Des villages entiers furent incendiés sous le soupçon d'avoir aidé le mauvais camp. Sous le communisme de guerre, les détachements bolcheviks réquisitionnèrent directement le grain aux paysans. La région de la Volga plongea dans une famine si vaste que les corps restaient sans sépulture le long des rives du fleuve et des communautés entières disparaissaient. Les maladies rôdaient autour des affamés, le typhus, le choléra, la grippe. Dans les villages encore sous contrôle bolchevique, la Tchéka traquait la dissidence avec une efficacité implacable, exécutant des milliers de personnes dans des sous-sols, des cours et des clairières dans les bois. La peur devint une seconde monnaie dépensée librement au nom de la survie révolutionnaire. En 1922, les combats cessèrent. Les derniers généraux blancs s'enfuirent en exil. Les soldats étrangers embarquèrent sur des navires et disparurent dans le brouillard du Nord. Et l'armée rouge, née dans le chaos et forgée dans le feu, se dressait triomphante. Les généraux blancs fuirent, certains vers les cafés parisiens où ils planifiaient des retours impossibles, d'autres vers les coins glacés de la Mandchourie. La coquille de l'ancien empire se brisa et dans l'espace laissé derrière, les bolcheviks construisirent quelque chose de nouveau. Ce décembre-là, l'Union des républiques socialistes soviétiques fut proclamée, une fédération unissant la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et les républiques transcaucasiennes sous le drapeau de l'idéologie marxiste-léniniste. Les proclamations officielles la peignaient comme une fraternité de nations, égale et volontaire. En vérité, elle était maintenue unie par un commandement central, des purges politiques et la menace silencieuse de la force. Mais même ces architectes comprenaient que la terreur et l'idéologie seules ne pouvaient pas nourrir un pays vidé par la guerre et la famine. L'économie gisait en ruine, les usines étaient silencieuses, les villages se vidaient. Confronté à l'effondrement, Lénine se détourna du dogme et créa la nouvelle politique économique, une réintroduction prudente du commerce privé et du capitalisme à petite échelle. L'Union soviétique était née non pas de la stabilité, mais du feu, de la faim et d'une volonté inébranlable. Elle en sortit victorieuse, mais à un coût qui résonnerait à travers chaque décennie suivante. Staline, l'homme d'acier. Depuis le moment où l'URSS fut officiellement établie en décembre 1922, Lénine présidait un État encore secoué par les convulsions de la révolution et de la guerre civile. Son mandat fut court mais formateur.
Le communisme de guerre avait détruit l'agriculture et l'industrie. C'est pourquoi Lénine introduisit la nouvelle politique économique, une retraite stratégique qui permit le commerce privé à petite échelle et ranima les marchés dans l'espoir de donner un répit à la nation épuisée. Même tout en tentant de reconstruire, il se concentra sur la formation de la nouvelle architecture politique de la fédération, centralisant l'autorité à travers le Parti communiste tout en présentant l'Union comme une fraternité volontaire de république. Mais, sous la rhétorique, Moscou maintenait les rênes. Cependant, le fardeau de gouverner un empire fracturé et appauvri pesait sur lui. Après son premier AVC en 1922, le rôle de Lénine diminua, et à mesure que de nouveaux AVC le laissaient partiellement paralysé et muet, il observa l'État soviétique jeune glisser entre les mains d'hommes qu'il craignait de voir déformer son avenir. De plus en plus confiné dans sa résidence de Gorki, il dictait des lettres et des mémorandums avertissant des dangers émergents au sein du parti, en particulier du pouvoir croissant de Joseph Staline, qu'il décrivait comme trop grossier, trop impitoyable et potentiellement désastreux s'il n'était pas contrôlé. Dans ce qui allait plus tard être connu sous le nom de son testament, Lénine exhorta le parti à envisager la destitution de Staline de son poste de secrétaire général, craignant que son tempérament ne fissure le leadership. Mais lorsque Lénine mourut en janvier 1924, ces avertissements furent silencieusement supprimés. Staline, déjà en charge de la bureaucratie du parti et contrôlant les nominations clés, agit rapidement et méticuleusement pour surpasser ses rivaux tels que Trotsky, Zinoviev et Kamenev. À la fin des années 1920, il émergea comme le successeur incontesté de Lénine. Staline hérita d'un pays encore marqué par les cicatrices de la guerre civile, retardé dans l'industrie et fracturé dans l'agriculture. Le monde au-delà des frontières soviétiques était rempli de méfiance. Le monde intérieur portait les souvenirs de famine, de sabotage et de rébellion. Ainsi, il choisit un chemin d'accélération. L'industrialisation et la collectivisation seraient les grandes batailles qu'il mènerait. Le premier plan quinquennal, lancé en 1928, s'étendit sur la nation comme un ordre venu du ciel. Dans les montagnes de l'Oural, les forêts furent arrachées pour poser les bases de nouvelles villes industrielles. Magnitogorsk surgit de la nature dans une frénésie de travail, ses hauts fourneaux brillant en rouge contre la nuit glacée. Les travailleurs, beaucoup d'entre eux des paysans déracinés de leur village, dormaient dans des tentes et des abris, leur souffle se cristallisant dans l'air tandis qu'ils martelaient l'acier pour lui donner forme. Le vrombissement des scies résonnait à travers les forêts. Les sifflements des locomotives déchiraient l'obscurité. Mais là où l'industrie avançait, l'agriculture se traînait vers la catastrophe. La campagne de collectivisation de Staline cherchait à intégrer des millions de paysans indépendants dans d'énormes fermes administrées par l'État. La terre était ancienne, familière et intime pour ceux qui la cultivaient. Ils connaissaient l'inclinaison de chaque colline, le rythme des saisons et la profondeur du sol rien qu'en le touchant. Cependant, du jour au lendemain, on leur dit que ces champs ne leur appartenaient plus. Le bétail fut confisqué, des quotas de grains furent imposés, et la résistance fut réprimée par la violence. Les villages se fracturèrent, le grain fut pris avant qu'il ne puisse être moulu ou consommé, transporté pour remplir des objectifs de production et des objectifs d'exportation impossibles. En Ukraine, la steppe passa de l'abondance à la dévastation. Le Holodomor de 1932 à 1933 fut une famine provoquée par la politique. Des régions entières furent mises sur liste noire, scellées pour qu'aucun grain, graine ou nourriture ne puisse y entrer. Les familles cherchaient de l'écorce, des feuilles et des insectes. Les champs qui avaient nourri des empires gisaient désormais en silence, sous un ciel épais de poussière. Les rivières, qui transportaient autrefois des barges chargées de grains, coulaient à côté de villages où rien ne bougeait, à l'exception du vent. Staline exigeait des résultats, et la terre les lui donna, à un coût mesuré en millions de vies. L'État utilisa la faim comme une arme. Au milieu des années 1930, la collectivisation s'était imposée dans tout le territoire soviétique. La résistance avait été écrasée, la vie traditionnelle démantelée. Les greniers étaient à nouveau pleins, mais l'écho de la perte persistait dans chaque hutte abandonnée, dans chaque parcelle de terre en jachère récupérée trop tard. Pour Staline, cette souffrance était un tribut nécessaire pour l'avenir. Cependant, même alors que les champs étaient soumis, Staline se tourna vers l'intérieur, son regard se dirigea vers les couloirs du pouvoir.
La Grande Purge de 1936 à 1938 se déploya comme une ombre sur la nation. Ce qui avait commencé comme un ajustement politique se transforma en une vaste campagne de peur. À Moscou, l'air à l'intérieur des bâtiments gouvernementaux était lourd. Des vieux révolutionnaires, des hommes qui avaient marché avec Lénine, qui avaient combattu pendant la guerre civile, furent accusés de trahison, sabotant le même État qu'ils avaient aidé à construire. Les procès publics exhibaient des confessions obtenues sous la torture, transmises à travers le pays pour démontrer l'inévitabilité de l'obéissance. Mais la purge ne se limita pas aux ministres et aux généraux. Elle s'infiltra dans les usines, les kolkhozes, les universités et les postes frontières. Les ingénieurs furent fusillés pour des défauts dans les machines. Les enseignants furent arrêtés pour avoir mal interprété la dialectique. Les officiers disparurent dans la nuit, laissant des régiments tremblants de peur. Dans les forêts autour de Kolyma et Vorkouta, les camps de travail s'étendirent en complexes vastes où les prisonniers extrayaient de l'or, coupaient du bois et creusaient des canaux à travers le permafrost. Les usines continuèrent de croître. Les chemins de fer s'étendirent comme des veines à travers la carte glacée. Mais sous le rugissement du progrès gisait le vide laissé par les purges. Cette perte poursuivit l'armée soviétique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une nation ne pouvait pas exécuter ses propres généraux sans conséquence. Pourtant, la machine de l'État continua, pour l'instant. À la fin des années 1930, Staline avait remodelé l'Union soviétique en quelque chose de rigide, de formidable et d'unitaire dans ses objectifs. La nation était devenue une machine de guerre centralisée. Les nouveaux centres industriels pulsaient d'électricité. Les tanks et les avions sortaient des lignes de montage avec une rapidité croissante. Même les rivières furent exploitées. La station hydroélectrique de Dnipro s'éleva comme un colosse de béton. Et pourtant, au sein de cette apparente force, il y avait de la tension. La terre avait été façonnée par la force mais non guérie. Les villages pleuraient, les villes murmuraient, les forêts cachaient les tombes de ceux qui avaient disparu dans la nuit. La purge avait vidé le leadership, laissant des vides là où il y avait auparavant de l'expérience. La collectivisation avait nourri l'industrie, mais drainé la confiance dans la campagne. La machine de guerre était puissante, oui, mais fragile. À mesure que la décennie des années 1930 touchait à sa fin, la neige revint en Sibérie, balayant la taïga de son autorité froide et familière. Les steppes murmuraient sous les vents hivernaux. À Moscou, les usines continuaient de brûler dans l'obscurité, leurs cheminées teintant le ciel de fumée qui glissait comme des présages. La terre attendait, le monde attendait, et quelque part, à la lisière de l'Europe, une nouvelle tempête se formait. Staline croyait que la nation avait été refaite par la lutte. Mais la plus grande lutte de toutes était sur le point de commencer, et elle révélerait, avec une terrible clarté, le véritable coup d'une révolution venant d'en haut. Le creuset de la Seconde Guerre mondiale. La guerre avait éclaté en Europe. Cependant, dans les villages d'Ukraine et de Biélorussie, les paysans griffaient la terre durcie par l'hiver, encore en train de reconstruire les dégâts causés par la collectivisation. À la frontière occidentale, les recrues de l'armée rouge s'entraînaient dans la boue et la neige, frappant leurs bottes contre le froid, tandis que les officiers donnaient des ordres modelés par des années de purge qui avaient dépouillé l'armée de ses dirigeants expérimentés. Depuis 1939, le pacte de non-agression nazi-soviétique avait permis à l'URSS d'observer depuis les ombres, pendant que Hitler dévorait la Pologne, le Danemark, la Norvège, la France, les Pays-Bas et les Balkans. Les troupes soviétiques étaient entrées en Pologne orientale et dans les États baltes, étendant la frontière sous l'ombre de l'agression allemande. Mais en 1941, le pacte ne semblait plus un bouclier, mais plutôt un sablier dont les derniers grains de sécurité s'écoulèrent rapidement. L'histoire avançait lentement, et la terre semblait percevoir ce que son peuple ne comprenait pas encore pleinement. La tempête qui approchait de l'ouest effacerait toutes les difficultés qu'ils avaient endurées. Lorsqu'elle arriva, elle frappa avec une force apocalyptique. Le 22 juin 1941, les cieux au-dessus de la frontière occidentale se remplirent du rugissement des moteurs alors que la Luftwaffe allemande traversait la frontière. L'opération Barbarossa commença avec la fureur de 3 millions de soldats de l'Axe avançant à travers l'Aube en vagues coordonnées. Les aérodromes éclatèrent en flammes, les locomotives gisaient renversées sur des rails noircis.
Des divisions entières de l'armée rouge furent écrasées avant qu'elles ne puissent se mobiliser complètement. Dans les premières semaines, l'armée rouge subit des pertes presque inimaginables, des milliers de tanks détruits dans les plaines ouvertes, des avions détruits au sol et d'immenses colonnes de prisonniers marchant vers l'ouest sous surveillance. Les réfugiés marchaient sur des routes boueuses, encombrées de charrettes, de bétail et des restes de villages dévastés. La vitesse et l'ampleur de l'effondrement semblèrent bibliques. L'immensité de l'Union soviétique, qui était normalement son plus grand bouclier, était devenue le théâtre où le désastre se déployait avec une facilité terrifiante. Cependant, la même géographie qui invitait à une invasion profonde ralentit également l'envahisseur. À mesure que les armées de Hitler avançaient au-delà du Dniepr vers Smolensk, la terre commença à résister. Les routes se dissolvaient en boue, les rivières gonflaient avec le dégel printanier et les forêts engloutissaient des unités entières dans des embuscades de partisans. Nulle part la lutte soviétique ne devint plus désespérée, ni plus déterminante, qu'aux rives de la Volga, dans la ville qui deviendrait un monument gravé dans la mémoire du siècle, Stalingrad. Après avoir balayé l'Ukraine et le bassin du Don, Hitler croyait que Stalingrad tomberait aussi facilement que les villes précédentes. Les champs pétrolifères du Caucase appelaient depuis le sud, promettant le carburant qui pourrait soutenir la machine de guerre du Reich indéfiniment. Pour Hitler, Stalingrad, une ville industrielle portant le nom de Staline, était à la fois une porte d'entrée et un trophée. Il ignora les avertissements de ses généraux qui lui disaient qu'il étendait trop la Wehrmacht tandis que le front occidental en Europe restait non résolu. À la place, il ordonna à la 6e armée de Friedrich Paulus et à des parties de la 4e armée blindée de Hoth de prendre rapidement la ville, imaginant un coup rapide qui effondrerait le moral soviétique. Ce que les Allemands trouvèrent ne fut pas l'effondrement, mais un ordre de Staline qui résonnerait à travers les décennies, pas un pas en arrière. L'ordre numéro 227 renforça la défense soviétique avec une brutalité claire. Se retirer sans autorisation devint un crime puni par l'exécution. Les détachements de blocage, positionnés derrière les unités de première ligne, appliquaient l'ordre avec une efficacité implacable. Cependant, cette coercition se fusionna avec une détermination authentique. Sous le commandement du général Vassili Tchouikov, commandant du 62e armée, les défenseurs soviétiques adoptèrent une tactique qui transforma les forteresses de Hitler en faiblesses, embrasser l'ennemi. Tchouikov poussa ses hommes à se battre à une telle proximité que l'artillerie et la puissance aérienne allemande, normalement décisives, risquaient de tuer leurs propres troupes si elles tiraient. Des duels éclatèrent à travers les escaliers, les étages d'usines et des tas de décombres. Les positions prirent des noms tels que la maison Pavlov, le phare et la raquette de tennis. Les ordres de Staline donnèrent à la défense son ossature, mais les méthodes de Tchouikov lui donnèrent ses dents. Son quartier général était enterré dans les falaises surplombant la Volga, un bunker étroit qui résonnait avec le tonnerre des bombardements, tandis qu'il dirigeait des contre-attaques avec une cigarette qui se consumait toujours jusqu'au filtre. Il dépendait largement de petits groupes de choc formés de sapeurs, de mitrailleurs et d'escouades de fusiliers mitrailleurs qui se faufilaient à travers les rues dévastées pour tendre des embuscades aux patrouilles allemandes et reprendre les bâtiments étage par étage. Ces assauts étaient si rapprochés, si soudains, que les commandants allemands se plaignaient que les soviétiques se battaient comme des poux, toujours accrochés, impossibles à secouer. Paulus, quant à lui, était un commandant pris entre la doctrine et l'emprise de Hitler. Méthodique et prudent par tempérament, il affrontait un ennemi qui semblait inépuisable, ravitaillé à travers la Volga sous un feu constant. Des renforts et des munitions arrivaient par barges, bateaux et même des nageurs qui traînaient des radeaux la nuit. Les marins soviétiques transportaient les blessés à travers les eaux agitées par les impacts d'artillerie, les mains gelées sur les rames. Du côté allemand, la Luftwaffe dominait initialement les cieux, transformant des quartiers entiers en terres stériles et grises. Mais même ces triomphes créaient des obstacles. Plus ils détruisaient la ville, plus il devenait difficile de faire circuler les tanks, transformant Stalingrad en un labyrinthe de cadavres qui favorisait les défenseurs. En octobre 1942, la bataille était devenue une impasse dévorant des vies avec une faim insatiable. Dans les hauts fourneaux de l'usine Red October, les hommes se battaient entre les ruisseaux de métal fondu.
À Mamaïev-Kourgan, le sol était bouleversé si violemment par le feu des obusiers qu'il devenait noir et rouge, couvert de cadavres gelés, à moitié enterrés dans la terre. Les tireurs d'élite, le plus célèbre étant Vassili Zaïtsev, guettaient dans les ruines, poursuivant les officiers allemands. Et sous tout ce chaos gisait le véritable point tournant stratégique, la décision de Hitler de diviser ses forces, envoyant la majeure partie de l'armée vers le sud, vers le Caucase, tout en ordonnant à Paulus de prendre et de tenir Stalingrad à tout prix. La Wehrmacht était épuisée, étirée au-delà de ses capacités et liée à des lignes de ravitaillement traversant des centaines de kilomètres de paysages dévastés. Le haut commandement soviétique, reconnaissant la pression, prépara la contre-offensive qui changerait la guerre. En novembre 1942, la contre-offensive soviétique, l'opération Uranus, fut lancée. Depuis la steppe battue par la neige, au nord et au sud de Stalingrad, des armées entières avancèrent dans un gigantesque mouvement de pinces, se refermant autour de la 6e armée allemande. Ce qui suivit fut une lente désintégration. Les troupes allemandes mouraient de faim, se gelaient et se réfugiaient dans les ruines, tandis que leur situation s'effondrait autour d'elles. Lorsque l'armée de Paulus se rendit en février 1943, le changement psychologique fut immense. Stalingrad détruisit le mythe de l'invincibilité nazie et marqua le moment où la lutte désespérée de l'armée rouge pour survivre se transforma en une marche vers la victoire. Cet élan continua jusqu'à l'été 1943, lorsque les vastes champs de Koursk devinrent le théâtre de la plus grande bataille de tanks de l'histoire. Près de 6000 véhicules blindés s'affrontèrent sous le soleil brûlant, la terre tremblant sous le poids des T-34 soviétiques et des Tigres allemands. Les commandants soviétiques avaient passé des mois à préparer des défenses en couches. Champs de mines, canons anti-chars, tranchées et points forts fortifiés qui résistèrent à l'assaut allemand. Lorsque l'offensive de la Wehrmacht s'arrêta, l'armée rouge lança des contre-attaques blindées qui forcèrent les Allemands à se retirer. Koursk marqua la dernière fois que Hitler lancerait une offensive importante à l'est. À partir de ce moment-là, l'armée rouge avança de manière constante vers l'ouest. Derrière cette avancée imparable se trouvait un miracle logistique. Le soutien de la loi de pré-bail des États-Unis arriva en convoi traversant des tempêtes arctiques. Camions, locomotives, rails, avions, nourriture, bottes et métaux. Ces fournitures aidèrent les armées soviétiques à maintenir leurs offensives à travers des milliers de kilomètres. Dans l'Oural, les usines déplacées depuis l'Ouest rugissaient à pleine capacité, produisant des tanks et de l'artillerie plus vite que les Allemands ne pouvaient les détruire. Les ingénieurs réparaient les lignes de chemin de fer parfois plus vite que le front ne pouvait avancer. La terre, qui avait jadis été utilisée comme une arme contre l'URSS, travaillait maintenant en sa faveur. En 1944, l'armée rouge balaya l'Ukraine, la Biélorussie et les pays baltes lors de vastes opérations qui brisèrent les lignes allemandes et récupérèrent des régions entières en quelques semaines. Cependant, les paysages étaient marqués, villages rasés, forêts dévastées par l'artillerie et champs remplis de métal tordu. Des millions de morts, des villes brûlées et des républiques entières transformées en cimetières. Mais l'avancée ne s'arrêta pas. En avril 1945, les troupes soviétiques assiégèrent Berlin, combattant à travers des rues couvertes de fumée alors que la ville s'effondrait. Lorsque le drapeau rouge fut hissé sur le Reichstag, cela marqua à la fois la victoire et l'accomplissement d'un sacrifice inimaginable. L'Union soviétique émergea triomphante mais dévastée, ayant perdu 27 millions de vies. Staline présenta la victoire comme une preuve de la solidité du système, contrôle centralisé, discipline de fer et la résistance de son peuple. Mais sous ce triomphe se cachaient des blessures ouvertes. Des villes qui nécessiteraient des décennies pour être reconstruites, des terres agricoles ruinées par la terre brûlée et une population marquée par le traumatisme. La guerre qui assura l'État soviétique l'épuisait aussi. L'ascension de la guerre froide. À mesure que la décennie de 1950 approchait, cet immense empire, forgé dans le feu et la guerre, se préparait à atteindre le sommet de son pouvoir global. L'URSS couvrait 11 fuseaux horaires. Au nord s'étendaient les désolations blanches de la péninsule de Kola, où des bases sous-marines se cachaient sous des falaises recouvertes de givre. À l'est, les forêts étaient si denses que la lumière de l'hiver effleurait à peine le sol.
Au-delà des monts Oural, les plaines s'étendaient en prairies infinies, où les fermes collectives prenaient vie sous la lumière matinale, leurs tracteurs laissant de longues cicatrices noires sur le sol enneigé. En Asie centrale, les vents du désert portaient l'odeur de la poussière et du diesel au-delà des avant-postes où les gardes frontières scrutaient l'horizon sous un soleil qui brûlait fort même au printemps. Des ports baltes aux montagnes du Caucase, de la côte de la mer Noire aux confins de l'Arctique, la reconstruction se déployait à un rythme vertigineux. Les ruines de la Seconde Guerre mondiale fumaient encore dans certaines villes, mais les grues se levaient au-dessus des horizons dévastés, traînant des cadres en acier pour former de nouveaux monuments socialistes. Pendant ce temps, les États-Unis avaient franchi les frontières de la guerre lorsque 2 bombes atomiques tombèrent sur Hiroshima et Nagasaki, réduisant des villes à des nuages incandescents de feu et d'ombre. Les explosions firent plus que terminer la guerre. Elles annoncèrent une nouvelle hiérarchie du pouvoir. Dans les décombres encore chauds, Washington restait seul au sommet d'un monde soudainement divisé entre les nations possédant le secret de l'atome et celles qui ne l'avaient pas. Pour l'Union soviétique, ce déséquilibre était intolérable. Un monde où les bombardiers américains pouvaient incinérer des villes entières d'un seul coup créait une vulnérabilité stratégique trop grave pour être ignorée. Ainsi, dans les laboratoires cachés au fond de la steppe kazakhe, l'État décida de recalibrer l'équilibre mondial. Enveloppés dans les vents hivernaux et protégés par des distances si vastes qu'elles semblèrent faites pour le secret, les scientifiques soviétiques travaillaient avec une précision implacable. Sous l'œil attentif des agents de sécurité et des officiers du parti, chaque composant était assemblé comme un talisman contre la domination américaine. Un matin d'août 1949, la terre trembla. Une sphère de fureur ingénierie s'éleva au-dessus du site d'essai de Semipalatinsk et éclata dans une explosion de radiation blanche-bleue. Premier éclair, comme on appela l'explosion, s'étendit dans le ciel comme un deuxième soleil se déployant sur les steppes arides. L'onde de choc se répandit, écrasant les structures d'essai et secouant les fenêtres dans des colonies éloignées. Avec cette détonation, l'Union soviétique franchit le seuil nucléaire. L'équilibre des pouvoirs changea drastiquement. Le monopole de Washington s'effondra. Moscou revendiqua sa place en tant que superpuissance nucléaire et la guerre froide, déjà tendue et idéologique, se durcit dans une ère définie par la méfiance, la dissuasion et un froid qui s'installa sur les affaires mondiales pendant des générations. À mesure que la capacité nucléaire aiguisait la posture géopolitique, la sphère soviétique s'étendait vers l'ouest. Le rideau de fer s'abattit sur l'Europe de l'Est comme une ombre d'acier. Dans les usines de l'Allemagne de l'Est, les travailleurs assemblèrent des machines sous des drapeaux rouges flottant au vent. Dans les marchés de Varsovie et de Budapest, les conseillers soviétiques parcouraient les foules avec des carnets sous le bras, mesurant la production et surveillant la dissidence. Les trains résonnaient à travers les Carpates, transportant du charbon, du bois et des directives politiques. Les postes de contrôle frontalier se multiplièrent. Le fil de fer barbelé brillait. Une nouvelle carte fut dessinée. L'espionnage devint l'un des instruments les plus vitaux de l'Union soviétique. Dans des appartements faiblement éclairés, de Berlin à Londres, les agents se déplaçaient dans l'ombre avec une précision silencieuse. Le microfilm changeait de main dans les stations de métro. Les messages codés murmuraient à travers les radios à ondes courtes. Les diplomates souriaient tout en collectant des informations à huis clos. Les réseaux d'espions soviétiques s'étendaient comme des veines à travers le monde capitaliste. Leur travail nourrissait un sentiment d'omniprésence, alimentant à la fois la confiance soviétique et la peur occidentale. Dans les guerres de pouvoir à l'étranger, les conseillers soviétiques supervisèrent la livraison d'armes, entraînant les combattants anticoloniaux dans les jungles et les déserts. Les lignes de front de la guerre froide ne se formèrent pas seulement en Europe, mais aussi en Corée, au Vietnam, au Moyen-Orient et en Afrique, où les États-Unis et l'Union soviétique menaient leur rivalité de manière indirecte, chacun utilisant des conflits locaux comme instrument pour étendre son influence sans provoquer une confrontation directe. En Corée, l'Union soviétique fournit des avions, des équipements et des conseillers au nord, tandis que les pilotes volaient parfois sous des marques chinoises ou nord-coréennes pour maintenir la plausibilité du déni. Le résultat fut une guerre qui s'intensifia au-delà des plaintes locales, attirant l'énorme puissance aérienne des États-Unis en défense du Sud. L'afflux d'équipements et de tactiques soviétiques prolongea le conflit,
obligeant les États-Unis à adopter des contre-mesures coûteuses, ce qui renforça la détermination soviétique à rivaliser technologiquement et militairement. Au Vietnam, les missiles soviétiques et les conseillers militaires suivirent les marines américains et les forces du Vietnam du Sud à travers les jungles denses, tandis que le commandement de Hanoï coordonnait avec Moscou pour anticiper les mouvements de troupes, les itinéraires de ravitaillement et les frappes aériennes. La présence de missiles soviétiques solaires, de systèmes de radar et d'armement léger influença directement les tactiques des deux camps. Les forces américaines, confrontées à des pertes imprévues, intensifièrent les campagnes de bombardement, ce qui intensifia la résistance locale et allongea le conflit de plusieurs années. À travers l'Afrique et le Moyen-Orient, le schéma se répéta. Armes, conseillers et aides financières affluaient de Moscou et de Washington vers des conflits qui n'étaient officiellement pas les leurs. Le monde devint un échiquier, chaque superpuissance calculant les risques pour éviter un échange nucléaire. Chaque escalade avait une contre-mesure, chaque intervention provoquait une réponse, mais aucune nation n'osait frapper directement, car un tel acte pourrait déclencher une annihilation totale. Cependant, l'équilibre faillit être rompu à l'automne 1962. Les missiles nucléaires soviétiques stationnés à Cuba, destinés à contrer les déploiements américains en Turquie, furent détectés par des vols de reconnaissance U-2. Le président Kennedy ordonna un blocus naval, tandis que les bombardiers américains étaient prêts à attaquer. Pendant 13 jours, la planète sembla suspendue dans le silence, l'ombre de la destruction mutuellement assurée planant. Le monde retint son souffle pendant que les canaux diplomatiques se hâtaient de négocier. Et finalement, la crise des missiles à Cuba se résolut. Les deux superpuissances réalisèrent à quel point leur équilibre était fragile. La crise remodela fondamentalement la stratégie, accélérant les discussions sur le contrôle des armements, resserrant les protocoles nucléaires et inscrivant la leçon selon laquelle même la confrontation indirecte comportait des risques existentiels. Chaque guerre par procuration, chaque envoi de fournitures, chaque mission secrète suivante fut désormais mesurée en fonction de ce précédent terrifiant. Chez soi, l'URSS se transforma à nouveau sous la direction de Nikita Khrouchtchev. Lorsqu'il dénonça les crimes de Staline en 1956, l'atmosphère au Kremlin changea comme un soudain changement de direction du vent. La peur desserra son emprise, mais seulement légèrement. Les prisonniers politiques commencèrent à sortir des camps. La censure se décongelait juste assez pour permettre aux écrivains de respirer. Partout dans le pays, les statues restaient et les slogans persistaient, mais un ton différent entra dans les couloirs du pouvoir. Le rugissement des usines continua implacablement, mais désormais, leurs produits étaient destinés à une compétition pacifique, des tracteurs, des turbines et de la machinerie pour la vie moderne. Khrouchtchev promettait que le socialisme non seulement survivrait, mais surpasserait le monde capitaliste, insistant sur le fait que le système soviétique pouvait égaler l'abondance américaine sans sacrifier la pureté idéologique. Cela devint trop évident le 4 octobre 1957, lorsque, dans un coin reculé du Kazakhstan, une petite sphère d'aluminium poli s'éleva sur un pilier de flamme et s'élança dans l'orbite. Les pulsations radiales du Spoutnik résonnèrent à travers l'atmosphère supérieure. Des mois plus tard, Laika orbita autour de la Terre dans une capsule étroite qui bourdonnait. Puis, Youri Gagarin suivit, sa voix flottant à travers les fréquences radiales avec émerveillement et admiration. « Je vois la Terre, elle est belle !» Ces triomphes dans la course à l'espace, qui durèrent jusqu'en 1969, lorsque les États-Unis atterrirent sur la Lune, poussèrent l'Union soviétique au-delà de l'atmosphère et dans un domaine où l'idéologie elle-même semblait être en apesanteur. Un moment, il semblait que l'avenir appartenait à Moscou. Et pourtant, sous les étendards de la victoire scientifique, la réalité sur le terrain était bien plus dure. Les fermes collectives luttaient encore contre des hivers impitoyables et des récoltes inégales. Les villes industrielles gémissaient sous la pollution, la pénurie et la fatigue d'une production constante. Dans des garnisons reculées, les jeunes recrues grattaient la glace de leurs bottes et répétaient les protocoles pour les missiles qu'elles espéraient ne jamais avoir à tirer. Dans les cuisines d'appartements étroits, de Kiev à Vladivostok, les familles faisaient la queue pour du pain et de la viande, écoutant les émissions radio qui promettaient un monde plus moderne que celui qui se trouvait au-delà de leurs fenêtres. Pourtant,
L'Union soviétique projetait sa force à travers les continents et les cieux. Ses dirigeants devenaient audacieux. Ses frontières semblaient plus sûres qu'à n'importe quel autre moment de la mémoire vivante. Mais sous cette confiance, les premiers signes de tension commencèrent à apparaître. Maintenir un empire d'une telle échelle exigeait des ressources que même l'économie dirigée soviétique avait du mal à fournir. Les guerres de pouvoir exigeaient des financements constants et du matériel. Les réseaux de surveillance se sont étendus pour surveiller à la fois les alliés et les ennemis. Les budgets militaires gonflèrent. Fissure derrière le rideau de fer. Au cours des décennies 1950 et 1960, la fragile structure de l'autorité soviétique resta solide grâce aux tanks postés dans les garnisons, aux comités du parti dans les places des villes et aux interminables piles de paperasse qui circulaient d'un bureau à l'autre dans les ministères du gouvernement. Cependant, à l'intérieur de cette structure, de faibles fissures commencèrent à apparaître. À travers le rideau de fer, dans les États satellites formant l'anneau extérieur de l'influence de l'URSS, le sol commença à trembler. En 1956, Budapest devint le premier grand test de stress. La ville, avec ses boulevards le long du fleuve et ses ponts traversant le Danube, éclata de défis. Des étudiants et des travailleurs envahirent les rues, renversèrent les étoiles rouges, prirent des stations de radio et demandèrent l'indépendance du contrôle soviétique. Pendant un bref moment, le soulèvement monta comme une marée capable de remodeler toute la carte. Mais dans l'obscurité de l'aube, les tanks soviétiques roulèrent à travers la brume vers le cœur de la capitale hongroise. Leurs chenilles écrasèrent les rails des tramways, écrasant les barricades au fur et à mesure qu'ils avançaient. Les coups de feu, la fumée et les cris désespérés des civils remplirent l'air. Lorsque la poussière se dissipa, Budapest gisait dévastée, et l'autorité soviétique, bien que restaurée, montra au monde une vérité qu'elle ne pouvait cacher. Cet empire devait être maintenu par la force, non par le consentement. 12 ans plus tard, en 1968, le printemps de Prague offrit un autre test. En Tchécoslovaquie, Alexander Dubček tenta de réformer le socialisme en assouplissant la censure et en offrant un visage plus humain au système. Les cafés bourdonnaient de débats, les journaux publiaient des mots auparavant interdits et les étudiants se réunissaient en discussion en plein air. Cependant, depuis l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Hongrie et l'URSS, les tanks convergèrent sur Prague sous la bannière du pacte de Varsovie. Ils rugirent sur les ponts, à travers les rues étroites, passant à côté de flèches médiévales et de façades gothiques, imposant le silence là où l'espoir avait brièvement fleuri. Le message des pavés au Kremlin était clair, la réforme était une menace, la déviation un fléau. Mais la répression cachait des faiblesses plus profondes. Tout au long des années 1970, l'Union soviétique extérieurement devint plus imposante. Son arsenal nucléaire se développa, les divisions blindées se multiplièrent et son poids diplomatique s'étendit sur les continents. Cependant, sous la surface, l'économie se stagnait. La planification centrale était devenue un labyrinthe de mémorandums circulaires, de quotas non remplis et d'usines fantômes produisant des biens dont personne n'avait besoin. La bureaucratie se solidifia, la paperasse remplaça l'innovation. Les managers falsifiaient les rapports de production pour respecter des délais impossibles. Des régions entières fonctionnaient avec des chiffres conçus pour plaire aux supérieurs plutôt que pour refléter la réalité. Un sursis temporaire arriva sous la forme du pétrole. Lorsque les prix mondiaux grimpèrent dans les années 1970, l'argent afflua dans les coffres soviétiques. Pendant quelques années, la bonanza cacha les inefficacités. De nouveaux blocs d'habitation surgirent, les tanks sortirent des lignes de montage et les subventions affluèrent vers les alliés du bloc de l'Est. Cependant, la prospérité dépendait de forces hors du contrôle du Kremlin. Les revenus pétroliers amortirent, mais ne guérirent pas. Le déclin de l'agriculture, de l'industrie, du transport et de la technologie. La course aux armements vidait encore plus l'État. Sous la direction de Léonid Brejnev, le système se dirigea vers un hiver politique. Les rues affichaient des portraits de dirigeants inexpressifs. Les discours louaient des succès qui n'étaient jamais venus. Dans les villages reculés, les tuyaux de chauffage explosaient en hiver et les réparations étaient retardées pendant des mois. Les usines attendaient des pièces qui n'arrivèrent jamais. Et puis vint l'Afghanistan. Afghanistan, le Vietnam de l'Union soviétique. En décembre 1979, sous le manteau d'une froide nuit d'hiver,
les parachutistes soviétiques descendirent sur Kaboul dans une opération minutieusement planifiée, baptisée Opération Tempête 333. La mission fut rapide, presque chirurgicale, conçue pour prendre le palais présidentiel, neutraliser le président Hafizullah Amin et installer Babrak Karmal, un loyaliste du Parti démocratique du peuple d'Afghanistan, aligné avec les soviétiques comme nouveau leader. La décision d'intervenir se préparait depuis des mois. Le comportement de plus en plus erratique d'Amin, ses purges brutales des membres du parti et sa flirtation ostensible avec les puissances occidentales avaient alarmé Moscou. Le Kremlin craignait que l'instabilité en Afghanistan ne se propage à travers l'Asie centrale, menaçant les frontières sud de l'Union soviétique et ouvrant un corridor stratégique pour l'Occident. L'opération 333 fut conçue pour résoudre la crise. À 23h00 le 27 décembre 1979, des unités d'élite des Spetsnaz soviétiques attaquèrent le palais de Tajbeg, où Amin et son cercle rapproché s'étaient fortifiés avec des mitrailleuses et des gardes loyaux. Les explosions détruisirent les murs, et le bruit des tirs résonna à travers les couloirs de marbre tandis que les soldats avançaient dans les corridors avec une précision prédéfinie. Les tanks rugirent dans les artères de la ville, tandis que les hélicoptères Mi-24 Hind tournaient comme des prédateurs au-dessus des terrains du palais, prêts à livrer des renforts ou à supprimer la résistance. En quelques heures, le palais tomba, Amin fut tué et Karmal fut installé. Cependant, Kaboul n'était que le seuil. Au-delà du centre urbain, les montagnes de l'Hindu-Kush s'élevaient comme les épines d'une bête primordiale, leurs crêtes acérées cachant des vallées étroites, des passages sinueux et des villages qui avaient opéré en dehors de toute autorité centrale. Les forces soviétiques, formées et équipées pour la guerre conventionnelle, se retrouvaient maintenant face à un ennemi complètement différent. Le terrain lui-même, allié à des guérilleros farouchement indépendants. Les soviétiques se virent souvent obligés d'avancer en convoi à travers des passages étroits. Les unités de Spetsnaz exécutaient des incursions sélectives, attaquant avec précision contre des cellules rebelles, mais chaque affrontement révélait la difficulté de contrôler une terre qui semblait conçue pour résister à la domination. Les villageois observaient en silence depuis leurs maisons dans les falaises. Ils connaissaient chaque pli de la terre, chaque ravin ombragé, chaque saillie rocheuse. Pour les Moudjahidines, les montagnes étaient des alliés aussi fidèles et inébranlables que n'importe quel soldat. Pour les Soviétiques, elles étaient un adversaire invisible. Les tactiques de guérilla, perfectionnées au fil des générations, frustrèrent l'armée rouge. Les embuscades attaquaient les convois dans des virages inévitables, et les mines restaient cachées sous la poussière du sol désertique, explosant avec une violence féroce. La nuit tombait avec l'écho des tirs d'armes légères rebondissant contre les visages rocheux, et bien que les soviétiques appelaient des attaques d'artillerie, l'ennemi fondait dans l'obscurité, réapparaissant ailleurs, comme des ombres refusant d'être contenues. Chaque vallée, chaque passage devenait un théâtre pour un duel psychologique autant qu'une confrontation physique. Les yeux des soldats, endurcis par les neiges hivernales de Sibérie et les vents de la steppe, luttaient contre un nouveau horizon étrange où les formations traditionnelles ne pouvaient plus dicter les résultats. Les chevaux furent remplacés par des jeeps, les tanks patrouillaient des chemins trop étroits pour eux, et les hélicoptères devinrent des bouées de sauvetage sur un terrain qui ne montrait aucune pitié. La dimension internationale intensifia le combat. Depuis les terres frontalières tribales du Pakistan, des armes parvenaient aux insurgés. Des missiles Stinger qui transformaient l'espace aérien en un théâtre de danger, des armes légères et des mortiers acheminés à travers des réseaux secrets financés par les États-Unis et l'Arabie saoudite. À l'intérieur des camps, dans des baraquements construits en bois et en métal ondulé, les soldats soviétiques luttaient contre la solitude et un stress implacable. Les lettres en provenance de la maison portaient la chaleur ténue d'un monde distant et déconnecté. Les officiers étudièrent des cartes avec des fronts couverts de sueur, marquant des points d'embuscade et les mouvements prévus des insurgés, seulement pour découvrir que la réalité se repliant de manière imprévisible contre leurs lignes. Les réseaux de communication furent soumis au double poids du terrain et des interruptions des insurgés. Le coût psychologique augmenta avec les pertes humaines. L'armée rouge, formée et disciplinée pour la guerre conventionnelle, se retrouvait face à un ennemi qui embrassait la fluidité, l'invisibilité et la résistance.
Il n'y avait pas de ligne de front, ni de confrontation décisive qui puisse garantir une victoire tangible. Les montagnes elles-mêmes semblaient conspirer, obligeant les Soviétiques à affronter leurs propres termes, et, plus souvent, dictant ceux des insurgés. Les mêmes rivières et passages, autrefois conçus comme des canaux pour l'efficacité logistique, se transformèrent en points de strangulation et en pièges. Les soldats avançaient à travers des vallées boueuses, avec du sable et des roches sous leurs pieds, se mélangeant à la poussière des campagnes passées. Comme si la terre elle-même se souvenait de chaque erreur, de chaque échec des armées envahissantes. Même le climat conspirait. La chaleur de l'été cuisait les plaines, épuisant les forces et déshydratant les convois, tandis que l'hiver arrivait tôt dans les hauts cols, apportant des gelées et des tempêtes de neige qui immobilisaient des unités entières. Les tempêtes de sable frappaient sans avertissement, réduisant la visibilité à quelques mètres, comme si la terre elle-même voulait effacer les traces de l'intrus. Les routes se dissouent sous le poids des véhicules chenillés, les ponts menaçaient de s'effondrer sous l'érosion soudaine de l'eau, et les ingénieurs de l'armée rouge travaillaient sans relâche pour maintenir ouvertes les artères de mouvement que le terrain semblait désireux de réclamer. Au milieu des années 1980, le coût humain devint stupéfiant. Dans toute l'URSS, les journaux furent forcés d'imprimer des rapports censurés. Les soldats revenaient avec un traumatisme silencieux. Les officiers faisaient face à la frustration de confronter la politique et les besoins militaires. Cependant, la direction soviétique resta aveugle à l'étendue totale de la surextension. Moscou, avec sa gravité industrielle et sa bureaucratie centralisée, calculait les mouvements de troupes, les affectations d'armement et les initiatives diplomatiques, croyant que la technologie et la planification pouvaient soumettre les montagnes, que l'idéologie pouvait maintenir les cœurs et que la pure force pouvait accomplir ce que des siècles de terrain et de résistance avaient empêché. Mais l'Afghanistan ne céda pas. En 1988, lorsque Mikhaïl Gorbatchev prit le pouvoir, la guerre était devenue un symbole visible d'épuisement. Le retrait n'était plus simplement une option militaire, mais une nécessité politique. En février 1989, les forces soviétiques commencèrent leur retrait, glissant hors des montagnes et des vallées qui avaient si durement façonné le conflit. Équipements abandonnés, forteresses démantelées, l'écho des tirs se dissipant dans le silence, l'armée rouge partit non dans un triomphe, mais dans une concession. L'Afghanistan avait exposé les limites de l'expansion soviétique et présagé l'effondrement même de l'Empire. L'Empire à son apogée et son effondrement. Au début des années 1980, l'Union soviétique avait atteint ce qui semblait être l'apogée de sa puissance, du moins d'un point de vue extérieur. Sa présence militaire s'étendait à travers l'Europe de l'Est, l'Afghanistan et le lointain Orient. Son arsenal nucléaire était plus que suffisant pour vaporiser la planète entière, et son ombre idéologique planait sur les États clients et les régimes satellites. Les responsables politiques américains, encore marqués par la guerre du Vietnam, craignaient que l'URSS n'étende son influence jusque dans le sud de l'Asie, englobant potentiellement le Pakistan et modifiant l'équilibre des pouvoirs sur le sous-continent indien. Cependant, lorsque les forces soviétiques quittèrent leur campagne de 10 ans en Afghanistan, la façade s'effondra. À domicile, le désastre se préparait depuis des années. Dans les années 1980, la productivité soviétique commençait à stagner. La machinerie industrielle qui autrefois rugissait à travers les montagnes de l'Oural et l'Ukraine s'étouffait maintenant sous des décennies d'usure et d'obsolescence technologique. Les usines fonctionnaient fréquemment à seulement 70 à 80% de leur capacité de conception, tandis que les retards dans l'entretien entraînaient parfois des réparations qui prenaient des mois, laissant des lignes de production entières à l'arrêt. L'innovation avait été étouffée sous des couches de rigidité bureaucratique. Les instituts de recherche produisaient des rapports au lieu de progrès, et l'enregistrement des brevets était retardé par rapport à leurs homologues occidentaux de plusieurs années. Les mines de charbon en Sibérie et les hauts fourneaux de Magnitogorsk crachaient de la fumée vers le ciel, mais sous cette brume, les équipements se détérioraient fréquemment et les travailleurs enduraient des quarts de travail épuisants, souvent supérieurs à 12 heures, avec une application minimale des normes de sécurité. Les crises environnementales aggravèrent la mauvaise situation économique. La mer d'Aral avait déjà diminué de plus de 40% depuis ses niveaux de 1960,
victimes de projets d'irrigation étendus pour la culture du coton. Les rivières du bassin de la Volga étaient de plus en plus polluées par les effluents industriels, affectant à la fois les populations humaines et l'irrigation des terres agricoles. L'épuisement des sols devint aigu. Dans la région de la Terre Noire en Ukraine, l'une des zones agricoles les plus fertiles, les rendements de blé et de maïs stagnèrent ou chutèrent de 15 à 20% par rapport aux niveaux élevés de l'après-guerre. Les fermes collectives, autrefois considérées comme des symboles du triomphe socialiste, produisaient désormais juste assez pour nourrir les populations locales, mais ne suffisaient pas à alimenter les centres urbains en pleine expansion ou à remplir les quotas d'exportation. En 1985, la croissance industrielle n'atteignait en moyenne que 2% par an, contre 5 à 6% dans les décennies 1950 et 1960. La croissance agricole était encore plus lente, tournant autour de 1 à 2%, avec des pénuries répétées de céréales obligeant à des importations en provenance de l'étranger. La production d'énergie peinait également. La production de charbon restait inférieure à 600 millions de tonnes par an, limitée par des équipements obsolètes, tandis que la pression de plus en plus désespérée pour extraire du pétrole en Sibérie et dans la région de la mer Caspienne épuisait à la fois la main-d'œuvre et la logistique. La démographie offrait un autre avertissement. Les taux de natalité chutaient dans toute l'URSS, tandis que la mortalité parmi les populations en âge de travailler augmentait dans certains centres industriels. Les villes croissaient de manière surpeuplée et insalubre, mais la dépopulation rurale laissait les villages et petites villes de plus en plus isolés. Les tensions ethniques bouillonnaient sous la surface, particulièrement dans le Caucase, les républiques baltes et l'Asie centrale. La langue, la culture et les griefs historiques devinrent la poudre à canon de la dissidence, défiant l'idée que le contrôle centralisé pouvait rester intact. Le mosaïque diversifié de peuples qui avaient été maintenus unis par l'idéologie et la force nécessitait désormais de plus en plus de ressources pour être pacifiés, intégrés et surveillés. Les revenus du pétrole, qui étaient autrefois un matelas contre les turbulences économiques, étaient vulnérables aux fluctuations du marché, laissant l'État exposé lorsque les prix chutaient. Les budgets militaires augmentaient, mais l'infrastructure civile se détériorait. Les usines produisant des armes étaient prioritaires, mais les hôpitaux, les écoles et le logement tombaient souvent dans l'abandon. Même les vastes réserves de bois et les richesses minérales de Sibérie ne pouvaient pas compenser entièrement les inefficacités et la corruption dans l'acquisition et la distribution. Cependant, les apparences extérieures étaient trompeuses. Les États satellites d'Europe de l'Est semblaient encore respectueux des consignes. Mais le rideau de fer cachait un mécontentement croissant. Le mouvement Solidarité en Pologne prenait de l'ampleur. La Hongrie et la Tchécoslovaquie murmuraient des souvenirs de rébellion et de réformes. L'Union soviétique, tout en projetant son invincibilité, avait construit un édifice sur du sable mouvant. Politiquement, les bureaucrates retranchés à Moscou résistaient à la réforme, privilégiant la pureté idéologique et la survie personnelle au détriment de l'adaptation. Les industries planifiées centralement se déplaçaient lentement. Les décisions étaient retardées à travers des couches de comités et les administrateurs locaux falsifiaient souvent les données pour éviter des représailles, cachant l'ampleur du marasme. Même au sein de l'armée, des fissures commencèrent à apparaître. Les officiers formés aux doctrines de la Seconde Guerre mondiale faisaient face à des insurgences modernes et à des défis technologiques qui exigeaient de la flexibilité. L'expérience en Afghanistan exposa les failles en matière de formation, de stratégie et de morale. Les soldats revinrent chez eux physiquement et psychologiquement meurtris, leurs expériences érodant silencieusement la confiance en l'omnipotence de l'État. Ces vétérans apportaient des histoires de terrains impossibles, d'embuscades dans des passages étroits et des limites de la force écrasante. Au début des années 1980, l'Empire avait atteint son sommet et, en même temps, son point de basculement. La tension commença à s'accumuler silencieusement au début, sans être remarquée dans les couloirs du pouvoir. Les politiciens, généraux et directeurs d'usines continuaient leur routine, projetant de la force et de la stabilité. Mais sous ce calme, le poids du stress systémique pressait de plus en plus fort. Les goulets d'étranglement des ressources, les défaillances de la chaîne d'approvisionnement et la satisfaction publique croissante convergèrent avec les leçons de l'Afghanistan pour former une pression invisible.
La superpuissance semblait imparable de loin, mais intérieurement, elle vacillait au bord de l'effondrement. La rupture ne viendrait pas avec un seul événement catastrophique, mais sous la forme d'un crescendo de petits échecs, accumulés et entremêlés. C'est dans cette atmosphère que Mikhaïl Gorbatchev entra en scène, un homme des steppes du Sud, familier autant avec la chaleur des plaines russes baignées de soleil qu'avec les vents froids du Nord. Gorbatchev, la réforme comme désintégration. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev était parvenu à la tête du Parti communiste, déterminé à réformer le système de l'intérieur. Perestroïka, déclara-t-il, restructurerait l'industrie et l'administration, introduisant des éléments de flexibilité dans une économie rigide et centralement planifiée. Glasnost ouvrirait les archives, favoriserait la transparence et exposerait la corruption et la mauvaise gestion qui avaient proliféré pendant des années derrière les murs bureaucratiques. L'objectif était ambitieux, revitaliser une superpuissance sans perdre le contrôle. Les premiers mois de Glasnost furent excitants. Les journaux commencèrent à publier des histoires auparavant interdites, révélant les dures réalités de l'ère stalinienne. Purges, collectivisation forcée, famines organisées et le coût humain immense de l'industrialisation. Les habitants de Moscou et de Leningrad lisaient sur les goulags en Sibérie, les exécutions et les actions de la police secrète qui avaient été dissimulées pendant des décennies. Pour les jeunes, ces révélations étaient presque inimaginables. À mesure que les archives s'ouvraient et que les journalistes appuyaient leurs stylos sur le papier, les fondements même de l'infaillibilité mythique de l'URSS commençaient à s'effondrer. En même temps, la réforme économique à travers la perestroïka exposa un autre type de fragilité. Les usines, qui avaient été protégées des réalités du marché, se retrouvaient maintenant confrontées à la concurrence et les gestionnaires découvrirent que la planification centrale avait créé des dépendances qui ne pouvaient pas être dénouées du jour au lendemain. Les chaînes d'approvisionnement échouaient, les matières premières étaient mal allouées et la corruption locale, qui avait été masquée par un contrôle rigide, interférant désormais même dans la production la plus minimale. Les mouvements nationalistes, qui avaient été réprimés sous le drapeau de l'unité soviétique, profitèrent des ouvertures créées par Glasnost. Dans les républiques baltes d'Estonie, Lettonie et Lituanie, les manifestations se transformèrent en mouvements massifs, leurs dirigeants invoquant l'indépendance historique et la continuité culturelle que Moscou avait essayé d'effacer. En Géorgie et en Arménie, les tensions ethniques s'intensifièrent, parfois éclatant en violences localisées, tandis qu'en Asie centrale, les demandes de plus grande autonomie et de protection des traditions culturelles mirent à l'épreuve les limites de l'autorité centrale. L'Empire, vaste et apparemment invincible, fut forcé de faire face à la réalité de sa diversité. Puis vint la catastrophe de Tchernobyl. Dans les premières heures du 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dans le nord de l'Ukraine, explosa lors d'un essai de sécurité nocturne. Une soudaine augmentation de l'énergie et une conception défectueuse du réacteur provoquèrent une violente explosion de vapeur, arrachant le toit du réacteur et enflammant un feu de graphite qui dura plusieurs jours. Des panaches de matières radioactives s'élevèrent dans le ciel, se répandant sur l'Ukraine, la Biélorussie et l'Europe occidentale. Les pompiers locaux et les travailleurs de l'usine coururent sur le site sans connaître le danger total, beaucoup subissant des doses fatales de radiation dans les heures qui suivirent. Le gouvernement soviétique tenta dans un premier temps de dissimuler l'ampleur de l'accident. Les habitants des villages voisins furent évacués seulement après que des stations de surveillance étrangères eurent détecté des niveaux élevés de radiation. Le contrôle international révéla la vérité plus rapidement que Moscou ne pouvait le gérer. Les cartes de la chute de radiation, les relevés de radiation et les images satellites contredisaient les déclarations officielles, et les médias occidentaux diffusèrent la catastrophe à l'échelle mondiale. À l'intérieur de l'URSS, le secret et la désinformation déclenchèrent la peur, la colère et l'incrédulité. Les travailleurs d'autres centrales nucléaires, les citoyens des villes environnantes et même les membres du Parti communiste réalisèrent que l'État ne pouvait pas toujours les protéger. Tchernobyl exposa non seulement des défaillances technologiques, mais aussi des failles structurelles plus profondes de la gouvernance soviétique.
La machinerie bureaucratique, conçue pour imposer la conformité et supprimer la dissidence, se révéla mal équipée pour gérer une urgence qui nécessitait de la transparence, une prise de décision rapide et une honnêteté scientifique. Glasnost, la politique d'ouverture de Gorbatchev, devint soudainement non pas une option politique, mais une nécessité. La suppression de la vérité devint impossible face aux radiations qui traversaient les frontières et aux nouvelles diffusées par des réseaux étrangers. Les effets psychologiques et politiques s'étendirent. La confiance dans l'État central s'éroda. Les citoyens commencèrent à remettre en question la compétence et la légitimité des autorités qui avaient constamment priorisé l'apparence sur la sécurité humaine. Les préoccupations locales concernant l'environnement et la santé, qui avaient longtemps été ignorées, prirent une nouvelle urgence. Les mouvements nationalistes ukrainiens, biélorusses et russes trouvèrent du combustible dans la catastrophe, liant l'échec de l'État à sa mauvaise gestion générale des républiques. Économiquement, des milliards de roubles durent être détournés pour le confinement, l'évacuation et la réinstallation, épuisant encore plus un système déjà surchargé. La croyance autrefois cohésive dans le progrès par le socialisme vacilla à mesure que les échecs du passé se révélaient et les défaillances de la réforme devenaient évidentes. Même lorsque les discours de Gorbatchev promettaient une Union soviétique revitalisée et modernisée, les expériences quotidiennes des citoyens ordinaires racontaient une histoire différente. Même au sein du Parti communiste, le consensus s'effondrait. Des factions émergèrent, des conservateurs opposés à une réforme rapide, des modérés recherchant un changement mesuré et des radicaux faisant pression pour une ouverture en profondeur. La politique vacillait, oscillant parfois entre libéralisation et retrait. Bientôt, les déclarations nationalistes se transformèrent en mouvements formels d'indépendance. Le dénouement final. En 1989, l'Empire s'étendait sur 11 fuseaux horaires, couvrant déserts, forêts, toundras et plaines fertiles, un colosse dont la grandeur était à la fois sa force et sa vulnérabilité. Des côtes de la mer Baltique à celles du Pacifique, l'Union soviétique avait construit un réseau de chemins de fer, de pipelines et de routes conçus pour unir les divers paysages en une seule entité dominante. Ces frontières touchaient les eaux chaudes de la mer Noire et les étendues glacées de l'Arctique. Ces frontières étaient défendues par des garnisons situées en haute montagne dans le Caucase et le long des collines ondulantes d'Asie centrale. À l'intérieur de ces frontières, les populations étaient également diverses, Russes, Ukrainiens, Ouzbeks, Kazakhs, Arméniens, Géorgiens et bien d'autres, chacun avec ses propres histoires, langues et loyautés. Ces peuples, vivant dans des villages, des centres industriels, des fermes collectives et des postes militaires, constituaient la force vitale de l'État, mais aussi une source de tension et de fragmentation lorsque l'idéologie ne parvenait pas à concilier l'identité avec le gouvernement. Les paysages eux-mêmes avaient façonné l'approche soviétique du pouvoir. Des rivières comme la Volga et le Dniepr étaient des autoroutes pour les céréales, le pétrole et les matières premières. Mais elles imposaient aussi des rythmes saisonniers qui dictaient quand les armées pouvaient se déplacer et quand les récoltes pouvaient être faites. Les cols montagneux de l'Asie centrale et du Caucase dictaient les stratégies défensives, tandis que l'immensité de la Sibérie offrait à la fois refuge et isolement. Les fertiles plaines d'Ukraine, le grenier de l'Union, soutenaient les populations et les armées depuis des décennies. Mais la gestion de ces terres nécessitait à la fois contrainte et coopération. L'année 1989 tomba comme une tempête hivernale sur le fragile édifice de l'Union soviétique. À travers l'Europe de l'Est, des décennies de contrôle imposé commencèrent à se fissurer sous le poids de la dissidence populaire. À Berlin, le mur, une bande de béton de 155 km, de fils barbelés et de tours de surveillance, se dressait comme un symbole brut de la domination soviétique. Le 9 novembre, après des semaines de manifestations croissantes et une annonce erronée du gouvernement, les Berlinois de l'Est se jetèrent à travers les points de contrôle, renversant le béton avec des marteaux, grimpant sur les barbelés et célébrant dans les rues en criant « Freiheit ». Les caméras de télévision capturèrent des citoyens jubilants, dansant sur le mur. La Pologne, longtemps une épine dans le pied de la supervision soviétique, avait déjà marqué son territoire.
Le mouvement Solidarité, né dans les chantiers navals de Gdańsk et dirigé par Lech Wałęsa, était passé des grèves ouvrières aux victoires parlementaires, assurant près de 35% des sièges lors des élections partiellement libres de juin 1989. Les Hongrois démantelèrent les clôtures frontalières avec l'Autriche, provoquant un afflux de réfugiés vers l'ouest. En Tchécoslovaquie, la révolution de velours se déploya avec une vitesse surprenante. Étudiants, intellectuels et ouvriers remplirent la place Venceslas de Prague, tenant des bougies et chantant pour la démocratie, tandis que les dirigeants du Parti communiste se rendaient avec un minimum de sang versé. Le leadership de la Bulgarie démissionna sous la pression. Le dictateur roumain Nicolae Ceausescu fut renversé et exécuté après des jours de violentes émeutes, et les autorités de l'Allemagne de l'Est se retrouvèrent incapables d'arrêter la marée. Contrairement aux répressions brutales de 1956 en Hongrie ou de 1968 à Prague, le Politburo soviétique sous Mikhaïl Gorbatchev prit la décision fatidique de ne pas intervenir militairement. Les troupes restèrent dans les casernes. Les tanks ne roulèrent pas. Les États satellites, un par un, échappèrent au contrôle de Moscou. Même au sein de l'URSS, les secousses étaient impossibles à ignorer. Dans les républiques baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie organisèrent des manifestations massives, parfois appelées la « révolution chantante », où des centaines de milliers de citoyens formèrent des chaînes humaines, brandissant des drapeaux interdits depuis des décennies, chantant des hymnes d'indépendance. Dans le Caucase, des affrontements violents éclatèrent au Nagorno-Karabakh et en Géorgie, avec des affrontements entre groupes ethniques et forces de sécurité qui laissèrent de nombreux morts. En Asie centrale, les républiques exigèrent un plus grand contrôle sur les langues locales, les écoles et les ressources économiques, tandis que les subventions de Moscou se réduisaient. À Moscou, au cœur même de l'Empire, la pression faisait trembler le système. Les rues se remplirent de dizaines de milliers de manifestants. Les journaux publièrent des récits sur les purges passées et la mauvaise gestion. Les archives, longtemps scellées, révélèrent l'ampleur des catastrophes environnementales, des famines et de la répression politique. Les citoyens découvrirent les collectivisations forcées, le système des goulags et les défaillances systématiques qui avaient été cachées pendant des décennies. La façade de l'autorité omnipotente se fissura, exposant non pas un monolithe, mais un système accablé par des années de corruption, de mauvaise gestion et de griefs non résolus. À la fin de l'année, il était clair que l'influence de l'Union soviétique sur l'Europe de l'Est s'était évaporée. Les Berlinois dansaient sur le mur. Prague et Varsovie célébraient leur nouvelle liberté. Les États satellites commencèrent à tracer des chemins indépendants. À l'intérieur de l'URSS, les mouvements nationalistes prenaient de l'ampleur, encouragés par la faiblesse apparente du centre. Le terrain était préparé pour l'effondrement final. Puis arriva août 1991. Les éléments les plus durs au sein du Parti communiste, alarmés par les réformes de Perestroïka et Glasnost de Gorbatchev, ainsi que par la vague croissante de mouvements nationalistes, lancèrent un coup d'État désespéré. Les tanks roulèrent dans les rues de Moscou, les véhicules blindés bloquèrent les ponts, les avenues et les intersections principales, tandis que des tireurs d'élite prenaient position sur les toits. Le Kremlin lui-même tomba sous siège. Les putschistes, dirigés par des hauts responsables comme Gennady Yanayev, Vladimir Kryushkov et Dmitri Yazov, cherchaient à restaurer une autorité centrale qu'ils croyaient en train de glisser hors de contrôle. Ils annoncèrent la suspension de la Constitution, la dissolution des politiques réformistes et le retour à une stricte orthodoxie idéologique. Mais leurs calculs ne prenaient pas en compte la résilience du peuple et la fracture des loyautés au sein de l'armée. Les foules se précipitèrent dans les rues de Moscou en défi. Des milliers entourèrent les tanks au cœur de la capitale, entrelaçant leurs bras, brandissant des drapeaux et chantant des slogans exigeant la liberté et la réforme. Boris Eltsine, fraîchement élu président de la République soviétique fédérative socialiste de Russie, monta sur un tank devant le bâtiment du Parlement russe. Il cria des ordres, convoqua les citoyens et défia les dirigeants du coup d'État de faire face à la volonté populaire. Les unités militaires hésitèrent. Certains officiers refusèrent de tirer, tandis que d'autres désertèrent activement pour soutenir les manifestants civils. Le coup d'État, censé être une démonstration de force, s'effondra en seulement 3 jours. Dans les heures qui suivirent,
L'effondrement se poursuivit à une vitesse étonnante. République après république proclamèrent leur indépendance. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie formalisèrent leur sécession par des déclarations parlementaires et des cérémonies, suivies par l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, l'Arménie et d'autres. Même les régions auparavant loyales à Moscou commencèrent à négocier leur autonomie, réclamant le contrôle de la gouvernance locale, des budgets et de la force policière. Les systèmes économiques qui avaient maintenu l'Union, industrie coordonnée centralement, fermes d'État et réseaux de transport et d'énergie interrépubliques, se fracturèrent. Les chemins de fer fonctionnaient, les pipelines pompaient et les usines bourdonnaient, mais sans une commande centrale pour coordonner les ressources ou faire appliquer les normes, l'efficacité s'effondra. Les bâtiments administratifs restaient vides dans certaines villes. Les casernes et garnisons, autrefois pleines de personnel de l'armée rouge, furent abandonnés ou réaffectés par les autorités régionales. Le 25 décembre 1991, le drapeau rouge qui avait flotté sur le Kremlin pendant près de 7 décennies fut abaissé. La faucille et le marteau disparurent de l'horizon, remplacés par le tricolore de la Fédération de Russie. Pour les citoyens de Moscou et des anciennes républiques, le moment était surréaliste. À la fin de 1991, l'Union soviétique n'existait plus que dans la mémoire et sur les cartes. Ainsi, l'histoire de l'Union soviétique se conclut non par une seule bataille, ni par une armée envahissante, mais à travers l'interaction de l'ambition humaine, de la vaste géographie, du stress économique et de l'éveil des identités nationales.